Bonsoir, Paris-Jaffa ce soir n'aura jamais porté aussi bien son nom et ce sera le cas tous les jeudis. Paris-Jaffa vous proposera en effet dans le premier temps de l'émission un entretien en direct avec une personnalité politique française. Ce soir, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste. Bonsoir, Jean-Christophe Cambadélis. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'ouvrir ainsi ce cycle d'entretien politique avec nos deux partenaires, Libération et L'Express, représentés par les directeurs des deux rédactions, Laurent Geoffrin pour Libération et Christophe Barbier pour L'Express. Bonsoir. Je ne doute pas un instant que cette émission donnera lieu à de nombreux tweets. Il suffit d'aller sur votre compte Twitter, Jean-Christophe Cambadélis, pour comprendre que vous en avez fait votre mode de communication préféré. Rudy Saada. La semaine politique commence en librairie avec la parution de La France pour la vie, le livre Confession de Nicolas Sarkozy. La veille de la sortie sur TF1, il ne se dit plus aussi sûr de se présenter à la primaire des Républicains. Sur votre compte Twitter, vous vous muez en critique littéraire acide. Pour vous, ce livre est un acte de contrition sur la forme et un choc libéral sur le fond qui renforce l'austérité et promet une purge sociale. Primaire toujours, mais à gauche, leur utilité se discute toujours et vous vous dites chiche pour une primaire qui irait de Macron à Mélenchon. Et la vedette de cette séquence pourrait bien être Christiane Taubira qui a quitté ses fonctions de garde des Sceaux hier. Elle devient du même coup la candidate naturelle et charismatique qu'attendaient les frondeurs. Vous lui adressez d'ailleurs vos amitiés et rappelez vos combats communs comme le mariage pour tous et vous l'invitez à prendre part aux futures batailles. Et puis cette semaine fut également celle des rencontres, à la fois avec des jeunes des quartiers nord de Marseille, mais aussi avec votre homologue israélien Yitzhak Herzog, chef du parti travailliste, une rencontre tweetée par le compte officiel du Parti socialiste. Au programme de l'entrevue, nécessité de relance du processus de paix, nouveau terrorisme, mais aussi inégalité sociale en Israël. Les questions sociales. Le social, un des grands sujets de la semaine écoulée avec cette grève générale dans certains secteurs de la fonction publique, chez les agriculteurs mais aussi chez les taxis. Ils protestent contre la concurrence jugée déloyale des chauffeurs de VTC Uber. Votre compte Twitter est cette fois-ci resté silencieux, tout comme celui du Parti socialiste. Même discrétion sur la visite du président iranien Hassan Rouhani, venu démarrer une relation nouvelle avec la France et l'Occident à Paris. Une réception officielle et avec les honneurs qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes qui, eux, ne se sont pas privés de dénoncer le tapis rouge déroulé au président iranien. Eh bien, on va vous donner l'occasion d'en parler parce qu'on retient de cette revue du net le sujet du jour, bien sûr, la visite du président iranien Rouhani à Paris, si bonne pour le business, si triste pour la morale. Océane Nicole. Large sourire et une poignée de main symbolique entre Hassan Rouhani et François Hollande. 17 ans qu'un président iranien n'était pas venu en France. À l'Elysée, les deux présidents ont signé des accords qui marquent le début d'une nouvelle coopération politique et économique entre les deux pays. Tour à tour, les ministres iraniens et français des Finances, des Affaires étrangères ou encore de la Santé ont apposé leur signature. L'Iran et la France se sont dit prêts à tisser de nouvelles relations. C'est donc un nouveau chapitre de nos relations qui s'ouvre aujourd'hui. Et je veux que cette relation puisse être utile à nos deux pays, utile à la région, qui est hélas marquée par des guerres, des crises et donc des tragédies, et utile au monde. Le président Rouhani appelle, lui, à tourner la page des rancœurs passées. La France a toujours porté dans son nom une culture, un grand peuple, la liberté, la puissance, la technologie et l'industrie. Un peu plus tôt dans la journée, le président iranien est reçu aux Invalides par Laurent Fabius. Direction ensuite le MEDEF où le président Rouhani a rencontré les industriels français. L'objectif pour la France, se réimplanter en Iran. Le constructeur automobile français PSA Peugeot Citroën a officialisé son retour très attendu à Téhéran. Autre accord cette fois chez Airbus avec l'achat de 118 appareils. Le géant français du pétrole Total va lui aussi signer un accord avec l'Iran. De nouveaux liens économiques qui feraient presque oublier les sujets qui fâchent entre les deux pays, notamment le respect des droits de l'homme. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans la capitale. Les Femen, elles, ont voulu interpeller Hassan Rouhani à leur manière. Une simulation de pendaison près de la Tour Eiffel pour protester contre les 800 condamnations à mort annuelles qui ont lieu dans le pays.
Et l'on retrouve Jean-Christophe Cambadélis en direct de Paris. J'imagine, Jean-Christophe Cambadélis, que vous avez écouté, comme je l'ai fait tout à l'heure, la conférence de presse donnée par François Hollande et Hassan Rouhani. J'ai noté moi-même que le chef de l'État français a été très peu disert sur les droits de l'homme. Oui, bon, je crois qu'on peut tourner la page sans détourner les yeux. Il faut à la fois prendre en compte la nouvelle époque qui s'ouvre avec l'Iran, tout en étant respectueux des libertés démocratiques, et indiquer nos désaccords avec ce grand pays, comme quand il soutient le Hezbollah, le Hamas ou d'autres mouvements terroristes. Et pas seulement, quand on lit le rapport d'Amnesty International, on constate que dans le pays de M. Rouhani, en ce moment même, des mineurs sont condamnés à mort, des homosexuels sont condamnés à mort, les droits des femmes sont bafoués, les atteintes aux droits de l'homme sont quotidiennes. Et moi-même, je suis surpris que François Hollande, si attaché à l'exigence éthique, on l'a vu tout au long de sa vie et de son parcours, n'ait dit si peu de mots aujourd'hui, en public en tout cas. Oui, mais moi je crois que dans ce domaine, c'est valable pour l'Iran comme pour d'autres pays de la région, il faut manier la diplomatie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas humilier son partenaire. Il ne faut pas humilier celui qu'on reçoit. Soit on ne les reçoit pas parce qu'on a des désaccords sur les droits de l'homme, c'est une position, soit on les reçoit. Et quand on les reçoit, on n'humilie pas les gens avec qui on discute. Par contre, il n'est pas interdit dans les relations bilatérales de montrer que les événements ou les éléments que vous avez présentés sont pour la France en contradiction avec ce qu'il estime nécessaire pour un pays démocratique. Ça veut dire qu'à votre avis, le chef de l'État en a parlé en privé à son homologue? J'en n'en sais rien, je n'étais pas présent. Mais je crois que c'est la façon dont il faut agir. Soit on rencontre, soit on ne rencontre pas. Mais quand on rencontre, on ne fait pas la leçon devant l'ensemble des journalistes à celui que l'on rencontre. On traite des sujets qui sont des projets convergents. Mais par ailleurs, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas détourner les yeux, il n'est pas possible de ne pas avoir, sous une forme ou sous une autre, une discussion sur ces questions qui sont au cœur de l'identité française. Alors, sur ce plateau ici même, dans Paris-Jaffa, j'ai reçu tour à tour Thierry de Montbrial, qui est un géopoliticien très connu, et Alexandre Adrer, qui ont tenu le même propos, qui ont plaidé pour ce rapprochement avec l'Iran pour des raisons stratégiques, et qui ont plaidé pour une révision parfois même déchirante des alliances habituelles de la France. Est-ce que vous-même, sur le fond et sur la stratégie, vous êtes sur cette ligne ? Écoutez, moi j'étais, je dois vous le dire, assez réservé. Vous savez, il y a eu un débat quand Laurent Fabius a posé un certain nombre de conditions. Il a été même plus sévère que nos partenaires américains ou de Grande-Bretagne dans la discussion sur le nucléaire. On a dit que c'était une erreur parce que nous choisissions un camp par rapport à l'Iran nécessaire dans la stabilisation de la région. Il s'avère que les conditions que l'on a posées sur la question du nucléaire civil et du nucléaire militaire ont été remplies par les négociateurs iraniens. À partir de là, on ouvre une nouvelle page. Mais je crois qu'il faut être très prudent, très regardant. C'est valable pour tous les pays qui sont dans cette région, parce qu'on est quand même dans une poudrière et dans des explosions et dans une guerre, évidemment, entre sunnites et chiites. Ça veut dire que vous prenez en compte l'inquiétude exprimée ici, je vous parle de Jaffa, du Proche-Orient, exprimée ici sur l'expansionnisme de l'Iran. Et je ne vous parle pas seulement d'Israël. Il y a d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats, qui craignent énormément cet expansionnisme de l'État persan, qui est une vraie puissance ici dans la région. Oui, moi, vous savez que quand on est dans l'Orient compliqué, il faut avoir des idées simples. Donc, il faut faire en sorte que ce qui a été dit, ce qui a été signé soit respecté. Et il faut regarder ça de près. Il n'y a pas de raison d'avoir de préjugés, mais en même temps, il faut avoir l'esprit éveillé. Je vous sens très, très, très prudent et très réservé par rapport à cette visite. Alors, vous le dites avec les mots qui sont les vôtres, évidemment avec une grande diplomatie ou un sens diplomatique, mais tout de même, là, je sens comme une distance prise avec cette visite. Et je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le premier secrétaire du Parti socialiste.
Oui, je ne vais pas sauter sur la table en disant youpi. Il y a une visite, elle a été faite. Le président de la République a signé un certain nombre de contrats, je m'en félicite. Mais j'analyse, je regarde ce qu'est l'Iran dans cette région, comme d'autres pays d'ailleurs. Il ne faut pas être unilatéral. Et je trouve que la situation est extrêmement grave. Nous sommes dans une déstabilisation totale et j'ai des craintes pour l'avenir. Alors, à bien entendre et à bien écouter François Hollande tout à l'heure, on voit bien que ce rapprochement avec l'Iran est fondé sur une crainte commune, celle de Daesh. L'État islamique est-il à ce point puissant qu'il autorise justement des pays comme la France ou même comme les États-Unis à réviser leurs alliances habituelles? C'est un ennemi redoutable qui métastase, si je puis dire, dans l'ensemble du bassin méditerranéen et dans le Sahel et en Afrique. Nous sommes dans une situation épouvantable. Et il est évident qu'il faut essayer de d'abord réduire cette influence sur les territoires qu'il a pu conquérir pour après le détruire. Mais il ne faut pas détruire Daesh sans réfléchir à ce que sera la région après. D'où la nécessité de prendre en compte les prises de position des uns et des autres. Alors il faut noter que sur cette visite iranienne, aucune voix dissonante ne s'est fait entendre au sein du gouvernement. Christiane Taubira a bel et bien démissionné, nous vous l'avons annoncé hier, mais elle a choisi de partir pour une autre raison. Elle refuse l'idée même de déchoir un Français, fût-il terroriste, de sa nationalité. Julia Galancia. C'est une question de valeur qui la pousse à quitter son poste. Le ton est solennel, l'émotion est palpable, quelques minutes avant la passation de pouvoir. Christiane Taubira démissionne, une décision rendue publique le jour où Manuel Valls dévoile la réforme constitutionnelle voulue par François Hollande. Une réforme qui inscrit dans la Constitution l'état d'urgence ainsi que la déchéance de nationalité pour les auteurs de crimes terroristes, une réforme à laquelle elle n'a jamais caché son opposition. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Je choisis d'être fidèle à moi-même, à mes engagements, à mes combats, à mon rapport aux autres, fidèle à nous, tel que je nous comprends. À gauche, de nombreux élus lui ont rendu hommage. D'autres soulignent aussi que sa démission signifie un nouveau rétrécissement de l'assise politique du gouvernement. La satisfaction est en revanche unanime à droite et à l'extrême droite. Pour moi, c'est une clarification sur la forme, parce que nous étions dans une incohérence totale. Madame Taubira avait lancé un défi à l'autorité du Premier ministre et du Président de la République. Et d'ailleurs ahurissant que le Président de la République n'ait pas réagi plus tôt. Il n'y a qu'une dans une démocratie folle qu'on peut concevoir que le ministre de la Justice n'est pas d'accord avec un texte de loi que le Président et le gouvernement portent. Non, mais il faut vraiment qu'on soit arrivé à un point de désordre mental pour ne pas succomber devant l'évidence. Icône de la gauche, la garde des Sceaux a notamment fait adopter au Parlement la loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels. L'ex-députée de Guyane s'est dite fière de son action Place Vendôme depuis 2012. Elle s'est retirée ce mercredi sous les applaudissements de la gauche à l'Assemblée nationale. Jean-Christophe Cambadélis, vous qui êtes considéré comme le théoricien de la gauche plurielle, je vous laisse entre les mains de Laurent Geoffrin qui a sans doute beaucoup à dire sur l'état de la gauche aujourd'hui. À vous, Laurent. Jean-Christophe Cambadélis, après le départ de Christiane Taubira, est-ce que le gouvernement Valls est toujours de gauche? Il est toujours de gauche, évidemment. Et ça n'apparaît pas avec une grande évidence à un certain nombre de gens. Parce que vous pensez que la présence ou l'absence de Taubira modifiait la nature du gouvernement. Ça n'est pas le seul signe. Il y a eu aussi des déclarations, des décisions économiques. Non, mais vous savez, je crois que ça nous permet de discuter de cette importante question. Il y a plusieurs gauches, mais il y a la gauche. Dans la gauche, il y a toujours eu une gauche de gouvernement, une gauche de contestation, une gauche écologiste, une gauche libertaire, etc. Il y a plusieurs typologies de la gauche. Le problème, c'est qu'ensemble, l'ensemble des gauches sont majoritaires vis-à-vis de la droite ou de l'extrême droite, c'est-à-dire qu'ils font 30%, nous faisons 30%, mais que séparés, nous sommes éliminés. On ne voit pas I24. Est-ce que les gestes faits par le gouvernement, les déclarations de Manuel Valls, celles d'Emmanuel Macron,
Et maintenant, le départ de Taubira s'ajoute à ça. Est-ce que vous n'allez pas vous couper d'une partie des gauches dont vous parlez? Eh bien, ça ne me facilite pas le travail, si c'est ce que vous voulez me faire dire. Moi, je mènerai le combat dans les 18 mois qui viennent pour rassembler tout ou partie de l'ensemble de cette gauche. Je pense que c'est indispensable. On ne peut pas dire que la droite a une dérive réactionnaire et que l'extrême droite, c'est pire encore, et se satisfaire de cet émiettement, de ce fractionnement de l'ensemble de la gauche. Moi, je veux lutter contre la fragmentation et essayer de rassembler l'ensemble des gauches, si possible, dans un projet d'un nouveau quinquennat, dans un projet politique pour les années à venir. On va en parler, mais est-ce que le projet de déchéance de nationalité qui a été présenté il y a plusieurs semaines maintenant, est-ce que c'est pas ça qui divise, par exemple, la gauche que vous voulez rassembler? Il n'y a pas simplement ça, mais ceci a existé. Mais ceci a existé, évidemment. Vous êtes d'accord avec Christiane Taubira qui dit « moi je suis contre tout ça » ? Moi j'ai dit dès le départ que ce n'était pas une idée de gauche et que tout ceci était discutable. D'ailleurs, je l'ai discuté. Et j'ai concentré ma critique sur l'inscription dans le marbre de la Constitution des binationaux. Donc aujourd'hui, je n'ai pas crié, je n'ai pas c'est vous qui avez obtenu que ça soit réécrit ? On verra bien, l'histoire le dira. Mais en tout état de cause, j'ai incarné ce qui me semblait nécessaire pour la gauche dans cette discussion. Et le projet dans l'état actuel vous satisfait ? Ne me satisfait pas totalement, mais j'avais fixé un certain nombre de critères. Et je ne peux pas aller contre les critères que j'avais fixés. Un des critères était l'union nationale. Or, on sait très bien qu'il faut que tout le monde se retrouve dans le texte constitutionnel. Donc, à partir du moment où nous gagnons, on va dire, sur la question des binationaux, la question de la déchéance de nationalité, pour moi, devient secondaire. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, d'accord, le texte a été réécrit, mais comme parallèlement, le gouvernement dit qu'il refusera de créer des apatrides, la sanction, s'il y en a une, il y en aura forcément une, puisqu'il y a des gens qui seront condamnés, elle ne s'appliquera justement qu'aux binationaux, uniquement. Oui, mais donc, ce n'est pas pareil. Ça revient au même. Non, mais c'est bon. Bien sûr, tout le monde est devenu juriste et de droit constitutionnel. C'est formidable. C'est comme les équipes de foot, comme la sélection de l'équipe de France de foot. Non, mais oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. C'est pas tout à fait vrai. Dans le sens où il va y avoir une loi qui va définir les conditions suivant ce qui sera dit dans la Constitution. Et là encore, la question des binationaux se reposera. Mais vous ferez la même pression à ce moment-là ? Mais elle ne sera pas posée. Le Premier ministre a indiqué que, à son avis, on pouvait avoir une écriture qui enlève aussi les binationaux. Enlève aussi les binationaux. Alors, on va tout enlever. Alors. Oui, écoutez, moi j'avance pas à pas. S'il n'y a pas les nationaux, pas les binationaux, j'avance pas à pas sur ce sujet. Est-ce que vous regrettez le départ de Christiane Taubira ? Oui, je le regrette. Je pense que Christiane Taubira était une personnalité extrêmement forte dans ce gouvernement et qu'elle avait une tonalité qui correspondait à cette partie de la gauche, ou une partie de la gauche, ce n'est pas la totalité d'ailleurs, qui était nécessaire à ce gouvernement. Elle est partie d'elle-même, elle n'a pas été mise dehors. Ce n'est pas tout à fait la même situation d'ailleurs qu'avec Arnaud Montebourg. Est-ce qu'il fallait prolonger l'état d'urgence ? Moi, là aussi, ça heurte une partie des gens de gauche. Oui, mais j'ai tendance à penser que si le gouvernement le demande, c'est qu'il a quelques craintes. Il ne demande pas de prolonger l'état d'urgence pour prolonger l'état d'urgence. Vu le nombre de perquisitions et d'assignations à résidence... Mais il y aura toujours des craintes, non ? Puisque les gens disent la lutte contre Daesh, il y en a pour une génération. On ne va pas faire un état d'urgence pour une génération. Non, je crois que de ce point de vue, le Premier ministre a été clair devant la Commission des lois. Il n'y a pas d'état d'urgence à perpétuité. Mais il y a la nécessité, là, peut-être, dans le moment présent, de continuer. Donc, moi, je ne suis pas du tout favorable à un état d'urgence qui durerait sur une année ou sur 2 ans, comme on l'avait vu au moment de la guerre d'Erville. Après, on arrête. 3 mois, on arrête et on reprend quand on l'estime nécessaire. On n'est pas dans la situation qu'on avait connue dans la guerre d'Algérie. Et si jamais le gouvernement vient en disant il faut encore prolonger, vous serez pour ou contre ? Ça dépendra de ce qui se passera. Si c'est après un attentat, vous savez... C'est la difficulté du terrorisme, c'est que
tant qu'il ne s'est rien passé, on ne sait rien. Mais il peut se passer quelque chose. Je pense que si je vais vous faire une réponse technique, c'est-à-dire plus vous prolongez l'état d'urgence, plus vous compliquez l'action des terroristes s'il y en a. Et plus on se rapproche du championnat d'Europe de football, plus on sécurise ce rendez-vous que tout le monde attend. Donc en fait, l'état d'urgence sera prolongé jusqu'à cette date? Non, je ne dis pas ça. S'il est prolongé 3 mois, après c'est très difficile, on le voit bien, d'organiser quelque chose d'ampleur dans les 3 mois qui suivent. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec les décisions ou les hésitations qui ont été le fait du gouvernement sur des questions économiques, par exemple les 35 heures, par exemple la dérégulation du marché du travail? Alors, sur les 35 heures, j'ai été très satisfait de la réponse de Mme El Khomri, la ministre du Travail, devant le Parlement. On ne touchera pas aux 35 heures, ce n'est pas l'objet. Si les heures supplémentaires ne coûtent pas plus cher, on va voir. Là, on rentre, d'abord, on fixe un cadre, et ensuite, on rentre dans la négociation. Macron, il dit... Il faut que les heures supplémentaires ne soient pas payées plus cher. Oui, mais c'est son avis. Mais est-ce que c'est l'arbitrage? Non, ce n'est pas le mien, sûrement pas. Mais est-ce que c'est l'arbitrage du gouvernement? Je ne sais pas. Bon, donc on est dans une discussion et je pense que ça ne sera pas l'arbitrage du gouvernement. À combien d'augmentation? Oh là là, vous m'en demandez trop, là. Aujourd'hui, en gros, c'est 25%. Oui, voilà. On va avancer. 10%, c'est bien? Trop bas? C'est le minimal? C'est le minimum, oui. Voilà, donc vous pensez que le gouvernement va aller dans ce sens-là? J'espère. On verra bien. Vous plaidez pour le dépassement du Parti socialiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Parti socialiste tel qu'il est aujourd'hui n'est pas... Vous pensez qu'il est dépassé? Oui, je pense qu'il est dépassé. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est construit à la fois organisationnellement et stratégiquement sur l'idée qu'il faut rassembler au 2e tour de l'élection présidentielle. Le problème aujourd'hui sous le tripartisme, c'est qu'il faut être au 2e tour. Donc il faut faire un score suffisant dès le 1er tour pour pouvoir être au second. C'est une stratégie complètement différente. Il fallait avant ne pas trop s'affirmer pour mieux rassembler. Il faut maintenant s'affirmer pour rassembler dès le 1er tour. Donc il faut qu'il se dépasse en termes d'organisation, qu'il se renouvelle complètement. On a envie de voir de nouvelles têtes, qu'il soit capable d'aborder les problèmes et les défis de notre époque. Tout ça amène à... Jusqu'à présent, il n'a pas du tout abordé les défis. Il a commencé à le faire, c'est comme ça que nous avons fait les états généraux du Parti socialiste. On a abordé un certain nombre de questions lors de notre congrès, mais les médias étaient plus attentifs à ce que disait Arnaud Montebourg, mais c'est normal. Mais on a commencé à avancer. Et il faut continuer, et c'est pour cela qu'il faut dépasser le Parti socialiste et rassembler autour de nous. Est-ce que ce n'est pas un bon moyen de dépasser, comme vous dites, que d'organiser des primaires à gauche? Mais moi, il y a eu un appel qui a été publié dans Libération, vous le savez. Je sais, oui. Et vous avez dit pourquoi pas, il faut voir, etc. Mais donc vous êtes finalement assez favorable à cette perspective? Moi, je suis favorable à des primaires de toute la gauche à 2 conditions, toutes simples. Et je le dirai puisque je vais recevoir les initiateurs de cet appel. Vous les recevez quand? Dans la semaine, ils n'avaient pas tout à fait trouvé notre numéro de téléphone, etc. Mais c'est normal quand on se lance. Ils nous ont dit à nous qu'ils vous avaient appelé, mais qu'ils n'avaient pas de réponse. Bon. Voilà. Ils en ont une, donc ils vont... Ils en ont une. J'ai même posé le problème devant le Bureau national. Et j'ai été adoubé sur le fait de les recevoir. Donc je poserai 2 questions rapides. La première, c'est que ce soit toute la gauche. Et la seconde, c'est que celui qui arrive en tête, tout le monde soit derrière. Merci beaucoup. Merci Laurent, pour cet échange très enrichissant avec Jean-Christophe Cambadélis. Je note en vous écoutant très attentivement que vous retenez les leçons de 2002 et de 1988. Lionel Jospin ne s'était pas affirmé en 2002, absent au 2e tour. François Mitterrand, et j'en sais quelque chose, s'était affirmé socialiste en 88, présent au second tour et vainqueur de cette élection. Les tensions géopolitiques avec la visite du président iranien Rouhani, les tensions politiques avec la démission de Christiane Taubira, les tensions économiques et sociales avec les grèves déclenchées dans de nombreux secteurs. C'est le 3e temps de cet entretien. Dossier avant question, Joseph Emmanuel. Les agriculteurs avaient annoncé une journée noire. Dès le matin, ils en ont donné la couleur. Blocage d'une nationale entre Nantes et Rennes. Malgré la pluie, des dizaines d'éleveurs sont présents, décidés à ne rien relâcher de leur pression sur le gouvernement. Une dizaine de points de blocage sont signalés sur l'ensemble du territoire.
La grogne sociale ne semble pas prête de s'arrêter en France. Pour la 3e journée consécutive, fonctionnaires, enseignants, contrôleurs aériens et chauffeurs de taxi manifestent. À Paris, Toulouse ou Marseille, opération escargot dans la ligne de mire des taxis, les Uber et autres chauffeurs VTC. On aurait voulu ne pas être dans la rue. D'ailleurs, on reproche quoi au gouvernement aussi? On lui reproche de ne pas avoir anticipé ce mouvement du 26. Nous avons commencé à en discuter, c'était la mi-décembre. Aujourd'hui, le gouvernement, s'il avait anticipé les choses, aurait pu nous rencontrer avant. Si les taxis ont une demande très spécifique, les autres Français en colère ont toutes sortes de doléances. Hausse du pouvoir d'achat, refus de la réforme du collège ou encore refus des suppressions d'effectifs. Les difficultés s'accumulent pour le gouvernement dans une semaine compliquée et difficile de résoudre chacun des conflits. Pour tenter de calmer la contestation, Manuel Valls a reçu mardi des délégations des différents syndicats. Mais les négociations continuent, notamment avec les chauffeurs de taxi. Elles doivent se prolonger dans la soirée de jeudi. François Hollande retrouvera-t-il en 2017 l'assise sociale de 2012 ? Je laisse à Christophe Barbier, le directeur de la rédaction de l'Express, le soin de vous interviewer. Christophe ? Rude semaine, Jean-Christophe Cambadélis, sur le Front social. Je voudrais commencer par le conflit des agriculteurs. Est-ce que vous pouvez confirmer, reconnaître que d'un côté, le gouvernement ne peut pas faire plus en termes d'aide financière, il n'y a plus d'argent, et de l'autre, que le ministre de l'Agriculture pourrait aller plus sur le terrain pour faire du liant et de la discussion ? Je crois que ça ne se joue pas sur la discussion. Stéphane Le Foll est un excellent ministre de l'Agriculture. Il monte pas au front quand même, là. Il pourrait aller sur le terrain, les voir. Mais si, il monte au front et il reçoit beaucoup et il discute beaucoup. Et il vaut mieux des fois discuter hors caméra. Ça permet de faire avancer les dossiers, vous le savez parfaitement. Mais je crois qu'il y a un incompris dans ce conflit. C'est que tout le monde sait que ce n'est pas le gouvernement qui fixe les prix. Que ce n'est pas Stéphane Le Foll qui décroche son téléphone et qui dit à Bruxelles on va fixer tel prix. Ça, c'est fini. Mais le gouvernement peut baisser les coûts de production en autorisant par exemple les fermes de 1000 vaches parce que le coût des bâtiments structurels est lourd, en baissant certaines charges. Alors sur les 1000 vaches, vous avez vu le résultat de cette expérimentation qui s'était développée dans la Somme, si mes souvenirs sont exacts, c'est qu'il y a eu une levée de boucliers, y compris de la part du monde paysan. Bon, donc on voit bien que la voie est quand même étroite et que si vous ne pouvez pas fixer les prix et que vous êtes dans une conjoncture où les prix s'effondrent, et que ce n'est pas dû à notre situation, c'est dû à la fois au ralentissement chinois, à la concurrence. Par contre, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire et c'est fait. On peut exiger au niveau de Bruxelles que nos partenaires respectent les traités que nous nous sommes fixés ensemble sur le sujet du porc. Et lever vite l'embargo sur la Russie, parce que ça pénalise l'agriculture française ? Oui, mais il ne faut pas le faire dans n'importe quelle condition. Mais je crois que là, on est à la fin des difficultés avec les Russes. On dit Stéphane Le Foll partant dans le prochain remaniement pour aller préparer la campagne de 2017 de François Hollande. C'est vrai ? Ça serait vous m'apprenez deux choses. D'abord qu'il est partant et ensuite qu'il y a un comité de campagne pour 2017. Ça fait deux nouvelles dans la soirée, ça. Autre conflit, les taxis. Reconnaissez que la loi Thévenoud ne marche pas. Alors c'est pas ce que disent les taxis. Ils disent vous l'appliquez pas. Elle n'est pas applicable. Elle n'est pas applicable. Elle avait été reconnue comme applicable. Donc la seule chose que l'on peut demander, c'est pour ça que Laurent Grand-Guillaume travaille avec l'ensemble des partis pour pouvoir faire appliquer cette loi qui avait fait consensus au moment où elle avait été pensée. Est-ce que l'État doit racheter les licences taxi, au moins en partie ? C'est un sujet que moi j'ai abordé plusieurs fois dans des taxis avec eux. Il est évident que l'effondrement du prix, vu la situation et la concurrence qui est menée, pose un problème parce que les chauffeurs de taxi, ils n'ont que ça comme retraite. Pour eux, c'est un capital qu'ils peuvent avoir au moment de la retraite, c'est-à-dire qu'ils revendent. Si aujourd'hui, ceci s'effondre, ils ont investi, ils ont fait des emprunts, et pour eux, la situation est épouvantable. L'ubérisation, vue d'un socialiste, c'est une calamité, un fléau contre lequel il faut lutter dans tous les secteurs, ou c'est la donnée mondiale de la nouvelle économie, il faut juste la réguler ? C'est la donnée mondiale, il faut la maîtriser. C'est pour ça que nous appelons à la maîtrise de la mondialisation et de la révolution de
du mode de production actuel. Évidemment que pour toute une série de gens, c'est plus simple à partir du moment où vous avez des smartphones ou des portables de commander votre taxi, il arrive, vous savez... Le tarif est fixé, on ne paye pas la course pour venir. Donc Uber, c'est glissé dans une niche, mais vous avez la multiplication de ces situations. Il va y avoir un monde ubérisé, si je puis dire. C'est valable sur les hôtels, les chambres et les appartements loués, Airbnb. C'est valable aussi, et ça va être valable aussi pour les banques. Ça va être valable pour toute une série de secteurs. Organisons, mais n'empêchons pas. Voilà, organisons et essayons de faire en sorte que chacun s'y retrouve. Les profs en colère aussi cette semaine. La réforme du collège, les classes bilingues, le gouvernement a reculé. C'est un bon signe envoyé à nos amis allemands. Il y aura des classes bilingues franco-allemandes. Oui, le gouvernement a reculé, mais c'était pas sur ce sujet que les fonctionnaires de l'éducation nationale principalement se sont mis en mouvement, même si ça existait. Voilà. Et tous les fonctionnaires veulent une augmentation du point d'indice. Marie-Laure Branchu leur promet très peu, du symbolique. Est-ce que venant d'un gouvernement de gauche, on ne doit pas restaurer le pouvoir d'achat des fonctionnaires? Oui, il faut le faire par étapes, mais vous savez, je crois que ces mouvements sociaux sont une indication. Les mouvements sociaux n'existaient pas dans la période précédente parce que personne ne croyait que la croissance allait revenir. Aujourd'hui, la croissance est faible, mais tout le monde pense qu'elle va revenir. Donc les catégories sociales se précipitent en disant ça ne va peut-être pas durer. Donc il faut leur part du gâteau. Et voilà. Et donc c'est à la fois difficile à gérer parce que nous ne sommes pas dans une croissance qui permettrait une redistribution massive, mais c'est une indication que le pays commence à comprendre que la France est en train de sortir de la situation difficile dans laquelle elle était. Est-ce que les fonctionnaires, est-ce que ces électorats qui pour beaucoup sont de gauche ne pré-rédigent pas le programme du candidat socialiste, notamment Hollande s'il se représente? Promettez-nous, engagez-vous pour que vous retrouviez nos voix. Alors je ne sais pas s'ils veulent pré-rédiger, mais en tous les cas, ils veulent être entendus. Évidemment, il faut, dans les conditions budgétaires qui sont les nôtres, trouver les moyens de faire évoluer la situation. Comme ces conditions budgétaires ne vont pas changer, est-ce que la droite n'avait pas raison? On diminue le nombre de fonctionnaires, mais l'économie réalisée est en partie redistribuée aux fonctionnaires restants sous forme de primes ou d'avancement. Oui, mais vous savez dans quelle contradiction nous sommes. Si nous réduisons le nombre de fonctionnaires, personne ne dit où. Et à partir du moment où vous réduisez le nombre de fonctionnaires, on vous dit mais le service au public est réduit. Et donc, on est avec une désertification dans la grande banlieue ou dans la province. Et c'est pour cela que le Front National progresse, parce que les gens ont l'impression qu'ils sont abandonnés, et ainsi de suite. Donc, la question, c'est de piloter au mieux les situations. Je ne dis pas qu'il faut ne pas réduire, mais il ne faut pas avoir le coup de rabot et la disparition, parce que ça a des conséquences sur le vivre ensemble. Le chômage a encore augmenté en décembre. Pourtant, la croissance, en effet, frémit. Est-ce à dire que les entreprises ne veulent pas embaucher? Elles préfèrent reconstituer des marges, elles préfèrent reconstituer des stocks ou éventuellement investir en capital? Oui, nous avons un patronat frileux. Nous avons un patronat qui n'est pas inventif. Nous avons un patronat qui n'est pas prospectif. Nous avons un patronat qui a été pendant des années dépendant de la commande publique. Nous avons un patronat qui veut une économie subventionnée. Et donc, il a l'image de la modernité, mais il n'est pas moderne dans sa manière de fonctionner. Il ne veut pas de risque. Aucun risque. Est-ce que la modernité ne serait pas de l'aider à avoir ce fameux contrat agile, c'est-à-dire oui j'embauche, mais parce que je sais qu'en cas de retournement de conjoncture, débaucher sera plus facile? Vous savez, on leur donnerait le contrat agile qui poserait d'autres problèmes. Ils nous ont dit, nous voulons simplement 50 milliards d'économies et vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez avoir 1 million d'emplois. Nous ne les avons pas eus. Aujourd'hui, il y a des secteurs qui embauchent, oui, mais des secteurs qui débauchent pas mal. Nous allons savoir dans quelques jours le résultat du CICE, le résultat du pacte de responsabilité par branche, ce que ça a permis de faire, de protéger et peut-être faire des situations d'aubaine pour certaines entreprises. En tout état de cause, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut remettre en cause ce qui a été fait, mais il faut regarder si ça a eu l'efficacité que l'on souhaitait. On continue pendant ce temps-là, en attendant que la vraie croissance revienne, les contrats aidés, c'est-à-dire le financement public d'un traitement social du chômage. Oui,
Mais je sais bien la critique qui est faite en disant on fait le traitement social du chômage, mais je préfère le traitement social du chômage qu'un chômage qui exploserait encore plus fort, parce que ça a des conséquences sur la cohérence et la cohésion de notre société, et qui est déjà très très mal en point. Un nouveau fléau arrive, il s'appelle Zika, c'est un virus, un moustique. Alors Marisol Touraine a déconseillé aux femmes enceintes de se rendre outre-Atlantique, notamment aux Antilles. Est-ce que ce n'est pas appliquer le principe de précaution un peu vite? Demain, ça sera les touristes, on va replonger ces économies dans la crise. Certains évoquent même de ne pas aller aux Jeux parce qu'ils se tiennent en Amérique du Sud, au Brésil. Est-ce qu'on n'est pas en train de paniquer? Je crois que si les mesures ont été prises et recommandées par Marisol Touraine, c'est qu'il y avait un risque. Et vous savez comment c'est. Si vous êtes confronté à ce risque et qu'il se transforme en calamité, si je puis dire, pour ces femmes, pour leurs enfants, on portera responsable le gouvernement. Donc moi, je préfère qu'on soit précautionneux plutôt que aventureux dans ce domaine. Mais est-ce qu'on ne devrait pas beaucoup plus lutter sur place parce qu'il y aura des femmes enceintes aussi aux Antilles? Évidemment. On ne va pas les amener en métropole. Évidemment. Mais on peut à la fois prévenir et puis on peut à la fois guérir. Donc on peut prévenir sur faites attention, n'y allez pas. Et en même temps, là aujourd'hui, on est devant une situation où on fait des recherches sur cette maladie, cette transmission. Et on ne connaît pas le virus. Donc c'est quelque chose. Il faut travailler pour essayer de trouver la manière d'y faire face. Merci beaucoup. Les Césars, Christophe. Contrairement aux Oscars, ont fait un effort sur la diversité. Juste un mot sur ça. Oui. Est-ce qu'il y aura des quotas de diversité pour les candidats socialistes aux législatives en 2017? Pas de quotas, mais il y en aura de plus en plus de la diversité. C'est tout mon travail. J'ai déjà commencé au Bureau national du Parti socialiste et au secrétariat national. Merci beaucoup Christophe pour la qualité de cet échange. Vous avez évoqué le virus Zika. On aura l'occasion dans la deuxième partie de l'émission de vous donner d'autres précisions. Paris-Jaffa, aller-retour. Une dernière question, Jean-Christophe Cambadélis, sur la situation au Proche-Orient, sur cette intifada au couteau désormais quotidienne ici même, et sur cette paix impossible entre Israéliens et Palestiniens. Rudy l'a rappelé tout à l'heure, vous avez rencontré la semaine dernière à Paris le chef du parti travailliste de l'opposition aujourd'hui, Yitzhak Rabin, lui-même pessimiste sur ses chances de paix. Que peut faire la France, à supposer qu'elle le veuille, pour rapprocher les dirigeants et les peuples? Bien, vous savez qu'avec M. Herzog, nous nous sommes rencontrés. J'ai vu chez lui une très grande détermination et en même temps un pessimisme pour arriver à une situation de paix. D'abord, il faut dire que ces attaques sont intolérables, inacceptables. La volonté de terroriser la population ne peut pas être le premier pas vers la paix, c'est le premier pas vers la guerre. Est-ce que la France peut agir? On lui prête beaucoup d'influence auprès des Palestiniens. Je ne crois pas que ce soit aussi simple que cela, mais si c'est possible, il faut le faire. Et moi, j'ai proposé que les sociodémocrates du monde arabo-musulman, qui sont certes très embryonnaires, se saisissent de cette question, parce que c'est aussi un lieu dans lequel on peut discuter. Que Yitzhak Herzog me pardonne, j'ai dit Rabin, quel lapsus. Mais parce qu'il reste dans toutes les mémoires, compris, oui. Bien sûr. Merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis, merci Laurent Geoffrin et Christophe Barbier. C'est le début d'un partenariat prometteur avec Libération et l'Express. On se retrouvera jeudi prochain avec un nouvel invité, mais pardonnez-moi, j'ai un droit de suite. Je ne voulais pas oublier cette question. Christophe l'a évoqué en évoquant le sort possible de Stéphane Le Foll. Olivier Lerner nous rapportait une rumeur hier d'un probable remaniement dans 15 jours. Vous la confirmez? Oh, je n'en sais strictement rien. Vous savez, dans ces cas-là, je ne suis pas dans la boucle. Ah, vous restez premier secrétaire du Parti socialiste. Ça, c'est une certitude. Absolument. Merci beaucoup, Jean-Christophe Cambadélis. Donc, jeudi prochain, un nouvel invité politique. Et le Paris-Jaffa continue sur un mode news exclusivement, tout en images, pour commencer, bien sûr, avec Maxime Pérez.